mais comme vous allez le voir tout de suite, il y en existe plus de 600 maintenant qui ont été produites, qui induisent une infertilité, et donc il fallait faire un choix. Et le choix que j'ai fait, j'ai pris essentiellement des souris qui ont été publiées cette année, et ensuite j'ai choisi des gènes, alors soit parce que je les trouvais inattendus, ou alors je trouvais qu'ils avaient trait à des questions de biologie qui sont de grande actualité. Alors je vais commencer par des souris KO qui montraient une infertilité féminine. Alors vous voyez ici le gène BRCA qui est connu pour le cancer de l'ovaire et du sein. Et en fait, le gène est exprimé dans les ovocytes. Vous voyez par exemple ici en rouge l'expression qui est maximale au niveau des métaphases, et à ce moment-là, ça se trouve au niveau des pôles des fuseaux. Alors pour la souris KO a été produite, mais pour pas interférer avec les autres tissus qui auraient pu aussi être atteints, la souris, ce sont des ovocytes qui ont été injectés de telle sorte d'inactiver le gène dans les ovocytes seulement. Alors à ce moment-là, bien sûr, on voit que cette localisation au niveau des pôles est importante, puisque les souris KO montrent des fuseaux de division qui sont mal formés, et donc les chromosomes qui n'arrivent pas bien à s'aligner. Et quand on laisse un peu évoluer les choses, pour ceux qui ont des faisceaux pas trop mal formés, il y a une évolution encore. Et à ce moment-là, on voit qu'ils ne s'arrêtent pas en métaphase 1, mais qui progressent. Alors ça veut dire quoi? En fait, normalement, il y a un point contrôle, un checkpoint, qui interdit à un fuseau de continuer de fonctionner s'il n'est pas bien formé. Et là, apparemment, l'activation du checkpoint n'a pas eu lieu, et donc ce gène aussi agirait au niveau de l'activation du point contrôle. Alors ces résultats sont importants puisque on peut se demander, quand on est en clinique, des embryons aneuploïdes avec des morts embryonnaires précoces ou des avortements spontanés, si dans certains cas, ce gène ne pourrait pas être impliqué. Ce gène-ci, c'est un gène de facteur de transcription qui est exprimé tout au long de la vie des ovocytes, dans les cellules primordiales et dans les follicules. À droite, ce que vous voyez, c'est de l'hybridation in situ. Et ici, vous avez l'âge des embryons. Et vous voyez que quand on l'inactive, à ce moment-là, on a un défaut d'ovocytes au jour 7, parce qu'il n'y a pas de maintien des follicules primordiaux. Vous voyez, vous aviez ici les cellules germinales qui étaient regroupées. Vous aviez les follicules primordiaux. Et un peu plus tard, à J7, vous n'avez plus rien du tout dans l'ovaire. Alors, ils ont essayé d'analyser ce qui s'était produit, et pour commencer, ils ont vu que une baisse d'expression de KIT et de KIT ligand. Alors, ce sont des facteurs qui permettent la progression précoce des ovocytes, et à ce moment-là, on peut penser qu'ils n'ont pas donné cette croissance, ça n'a pas permis cette croissance lorsqu'ils étaient peu fabriqués. Ensuite, ils ont regardé d'autres gènes. Alors, ils ont vu des baisses importantes de gènes qui aussi permettent la croissance des ovocytes. Et par contre, ils ont observé une augmentation du gène STRAT8. Alors, ce gène, lui, il permet l'initiation de la méiose. Ce qui fait que ça révélerait peut-être que ce gène, le LHX8, normalement, il supprime l'expression de STRAT8 à certains stades avant la méiose pour qu'elle ne s'initie pas. Donc vous voyez que des expressions très précoces de gènes peuvent influencer ce qui va se passer après. Ce gène-ci, qui a un récepteur nucléaire, LRH1, est connu dans différents processus, dans d'autres tissus, et dans les ovocytes, il est exclusivement exprimé dans les cellules de la granulosa et les cellules lutéales, d'autant plus que
le follicule est plus volumineux. Alors, comme il y a d'autres tissus qui auraient pu être atteints sans une KO complète, il y a eu une knock-out conditionnelle et on a atteint seulement les cellules de la granulosa. Alors, ce qui s'est passé, c'est différents processus qui ont été atteints, donc au niveau de la TEC, des cellules de la granulosa et du cumulus. Vous voyez que ici, chez la normale, à un stade donné, il y a ici donc la TEC, et qu'ici, elle est beaucoup plus petite, elle ne s'est pas étendue aussi vite. Ensuite, vous avez ici une invasion vasculaire focale de cellules de la granulosa qui n'a pas lieu chez le mutant. Ensuite, vous avez normalement une modification de forme des cellules de la granulosa et aussi leur dissociation qui n'a pas lieu chez le mutant. Alors du coup, on a une ovulation et cette fois complète. Vous avez ici un ovaire plus âgé où vous voyez des follicules en trop, bien sûr, puisqu'ils s'étaient formés, mais il n'y a pas de corps lutéaux. Alors, ils ont noté qu'il y avait une cible de LRH1 qui était NOS et que dans l'ovaire des mutants, c'était abaissé, qui avait un taux augmenté de stradiol. Et pour expliquer un peu ce qui s'est passé au niveau du cumulus, vous avez une altération de l'acide hyaluronique qui permet normalement l'expansion du cumulus, et il y a les protéases de la matrice extracellulaire qui normalement participent à l'ovulation, qui aussi est perturbée chez ce mutant. Donc là, on a différents mécanismes qui sont impliqués, qui ont été atteints et qui sont révélés être essentiels pour la maturation des ovocytes. Alors j'aurais pu choisir encore d'autres gènes pour la fertilité féminine, bien sûr, comme par exemple, ce ne sont que des exemples très récemment parus, par exemple une souris obèse qui n'aurait pas de corps lutéal. Donc là, c'est intéressant pour la clinique humaine aussi. Vous avez aussi là un gène qui est intéressant pour la clinique parce qu'en fait, là, on a une folliculogénèse qui est en retard, qui est délayée et qui peut reprendre après. Alors maintenant, je vais parler de souris KO où c'était les deux sexes qui étaient atteints. Alors, les mitochondries. Les mitochondries, c'est difficile à étudier pour les gonades. Et on a un gène ici qui est paru, qui est une peptidase de la membrane interne des mitochondries qui a été étudiée chez la souris. Chez l'homme, il y a un individu qui a une mutation et qui porte le syndrome de Tourette. Alors, les substrats de cette peptidase mitochondriale, c'est le cytochrome C1 et GPD2 aussi. Alors, quand ils ont fait le mutant, en fait, c'est par une insertion d'un transgène et ils ont vérifié qu'ils avaient aussi perturbé les deux cibles de cette peptidase. Alors là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu, au départ, on a vu qu'il y avait pas mal de follicules préantraux, mais qu'il y avait un taux abaissé de follicules en trop à un âge donné. Qu'il n'y avait pas ensuite d'ovulation du tout, sauf si on stimulait, si on fait une super ovulation, il y en a un petit peu, donc que les ovocytes étaient séquestrés. On ne dit pas une ovulation là parce qu'en stimulant, on arrive à faire quand même un petit peu d'ovulation. Et puis les ovocytes dégénèrent. Alors pour expliquer tout ce qui s'est passé là, d'abord pour l'apoptose, ce gène est connu pour induire une hyperpolarisation quand il est perturbé au niveau des mitochondries, et on sait que là on a un prérequis de l'apoptose. Et on a aussi des augmentations de taux, des baisses de taux de certains facteurs qui tous, vous voyez, concourent à ce qu'il y ait une dégénérescence. Soit quand ils sont trop élevés, ils sont toxiques, soit ils sont abaissés et ça ne permet pas une protection suffisante, soit ils sont élevés et ils induisent encore plus de stress. Par contre, pour ce qui est de l'élévation d'ATP, ils n'ont pas pu expliquer le phénomène. Pourquoi? Ils vont l'étudier plus à fond, mais pour l'instant, ils n'ont pas la réponse. Alors, pour le mâle, c'est ce gène, ce même gène, donc, lui, il a
induit une subfertilité sévère qui était dépendante de l'âge. Alors là, c'est intéressant de voir, il y a pas mal de souris comme ça qui sont plutôt un peu atteints au début, puis ça va de pire en pire. Et on sait que chez l'homme âgé, c'est un peu ça. Et on sait que chez l'homme âgé, il y a une augmentation de NOS qui intervient. Et on pourrait peut-être voir si il n'y a pas un phénomène mitochondrial aussi chez l'homme âgé qui se produit. Alors, dans le testicule, c'était les cellules germinales qui étaient atteintes. À 7 mois, il n'y en avait plus que 10% de ce qu'il devrait y avoir. Et les cellules... par contre, de Sertoli restait en place. Alors, ça leur a posé un problème. Et en fait, il explique de la façon suivante. Il y a plusieurs glutathione qui sont de faible activité dans les cellules germinales comparées aux cellules somatiques. Et c'est possible que c'est intervenu pour que les atteintes des cellules germinales soient observées et pas celles des cellules somatiques. Alors, par ailleurs, cette souris, elle a un défaut d'érection. Alors, on pourrait l'expliquer, par exemple, parce que dans le muscle lisse, il y a des NO qui sont nécessaires. Alors, ça pose beaucoup de questions, cette souris KO, pour 2 raisons chez l'homme. D'abord, la baisse de l'érection avec l'âge, donc que j'ai un peu évoqué déjà, et on pourrait donc voir s'il n'y a pas des défauts de la fonction mitochondriale avec des taux de superoxyde augmentés. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, problème d'érection toujours. Dans le cas de diabète de type 2, il y a des problèmes d'érection et les médicaments qu'on donne d'habitude pour les problèmes d'érection ne marchent pas très bien dans ce cas-là. Et donc, il propose de cibler peut-être les superoxydes plutôt que d'avoir des traitements classiques. Maintenant, je vais aborder le cas d'une souris qui est dans le système de l'ubiquitine, mais c'est une ubiquitine particulière, c'est la polyubiquitine, c'est-à-dire un assemblage de 4 unités ubiquitine somatique. Alors, à gauche, la femelle et à droite, le mâle. Dans les 2 cas, on a un arrêt de la méiose en prophase 1. Alors, vous voyez que dans les 2 cas, on a des gonades atrophiques parce que on pense qu'il y a eu, dès le départ, des pertes de gonie. Alors ici, si je regarde l'ovaire, on voit qu'il y a peu de follicules et pas de corps lutéaux. Et si on regarde les ovocytes, c'est un arrêt hétéromorphe, c'est-à-dire que soit on voit des arrêts en diplotène, soit en métaphase, soit de l'apoptose. Pour le mâle, c'est un arrêt en pachythène, c'est un peu plus homogène pour le mâle. Et ils finissent par mourir, et les cellules Sertoli, on les voit se détacher. Et chez le mâle, à 2 mois, il y a une dégénérescence complète. Donc, c'est la première fois qu'on montre que la polyubiquitine est nécessaire et utilisée pendant la progression de la méiose. Et ce qui les a surpris, c'est c'est d'obtenir un résultat. Parce que normalement, il y a beaucoup d'autres ubiquitines qui auraient pu servir, mais en fait, non. La polyubiquitine à elle seule est nécessaire. Les gènes n'ont pas de fonction redondante. Alors, un sujet d'actualité, vous en entendez beaucoup parler, les micro-ARN. Alors, les micro-ARN, donc, ce sont, à partir de gènes, on obtient des micro-ARN qui vont se fixer sur des messagers pour réprimer leur traduction ou les dégrader carrément. Alors, le gène dont on va parler, c'est DICER, qui se trouve à ce niveau-là, qui est une RNase. Et vous avez la souris KO-DICER était connue, mais c'était une mort embryonnaire. Donc, il a fallu une autre stratégie. Et cette stratégie, ça a été de l'inactiver dans les ovocytes en croissance très précoce. Donc, on s'aperçoit à ce moment-là que dans l'ovaire, les ovocytes sont arrêtés en méiose 1, avec des défauts de fuseau. Et donc, ça veut dire que pour qu'une division méiotique se passe bien dans l'ovaire, il faut qu'il y ait de nombreux transcrits qui soient éliminés.
Sinon, il y a des grosses perturbations. Chez le mâle, Dicère est connu pour être concentré dans le corps chromatoïde, ce corps que vous voyez ici dans les spermatides, qui plus c'est l'intensité du marquage et qui donc est un lieu où se concentrent pas mal en fait de facteurs et de messagers. Ils ont fait donc une conditionnelle au niveau des cellules germinales primordiales. Alors, certains fertilisent, mais pas vraiment rarement, et dans le testicule, on voit apparaître des tubes séminifères qui peuvent aller jusqu'à ne plus avoir de cellules germinales, ou alors des tubes séminifères qui ont des spermatides rondes, très peu d'allongés, et quand il y a des spermatozoïdes, ils sont mal formés. Ça les a intéressés d'ailleurs qu'il y ait des spermatozoïdes. Ils sont mal formés au niveau de la tête, du flagelle, et ils nagent de façon circulaire. Alors, ça veut dire que, puisque le corps chromatoïde est aussi dans les spermatocytes 1 et dans les spermatides, il y a donc une importance qui est donc de son action, de l'action de Dicère dans les spermatocytes. Donc, ça peut entraîner une mort de toutes les cellules, pratiquement, à partir des spermatocytes, ou alors, ça peut, si les cellules arrivent quand même à progresser, entraîner des perturbations au-delà de la spermatide ronde, mais aussi dans les derniers stades de développement. Donc, vous voyez que le corps chromatoïde, encore une fois, un exemple, comme quoi ce qu'il exerce comme répression sur les ARN messagers où ils sont stockés, sont très importantes pour que tout se passe bien après. Voilà pour le premier volet de quelques souris de 2008. Maintenant, je vais essayer d'aborder un thème qui est, chez l'homme, on a un résultat, on ne peut pas faire autant d'analyses fonctionnelles qu'on pourrait le faire chez la souris, donc on ne sait jamais si vraiment ce résultat qu'on a, c'est bien un gène qu'on a trouvé impliqué dans une altération de la spermatogénèse. Et parfois, les souris, après ce résultat humain, apportent un support au résultat. C'est ce qui vient de se passer pour la ribonucléoprotéine que certains doivent bien connaître, et qui a été étudiée donc chez des hommes. Cette ribonucléoprotéine, elle prend le relais de RBMX, parce que quand l'X est inactivé, ce rétrogène, lui, se met à fonctionner et ça permet de produire des isoformes spécifiques du testicule. Alors chez l'homme, il y avait des résultats, par exemple ceci, chez des hommes à zoosperme ou oligosperme, et il y a un patient, il y a eu deux patients. Un patient qui a donné une modification de séquence qui n'a pas été considérée comme significative parce que c'était une nucléotide pas conservée. Et puis l'autre patient, par contre, a été soupçonné d'être significatif. Alors c'est un porteur hétérozygote à zoosperme et il a perdu une arginine qui normalement est bien conservée et qui pourrait être important pour la liaison à l'ARN. Alors ici, vous voyez le résultat ici des allèles. Il est hétérozygote, donc il a l'allèle normal et il a une allèle avec la perte de l'arginine. Alors, bon, mais l'auteur était très prudent. Il se dit, est-ce que ça pourrait quand même vraiment expliquer la zoospermie? En plus, il note qu'il l'a trouvé que dans 0,6% des patients. Il y en avait 153 au départ. Alors, la souris a été produite en 2008 pour le même gène exactement, qui est un gène spécifique du testicule, et on trouve qu'il est exprimé dans les spermatocytes, mais aussi dans les spermatides rondes. Les souris hétérozygotes peuvent aller aussi jusqu'à la zoospermie. Bon, des fois, elles produisent quand même des spermatozoïdes, mais ils ne sont pas forcément bien formés. Et on peut avoir des tubes assez dégénérés. Atteinte progressive avec l'âge chez la souris, ce qui est très important pour les cliniciens là, parce que
puisqu'ils étudient ce gène, je pense qu'il faudra faire attention à l'âge des patients. Peut-être que ceux qui sont azoospermes sont plus âgés que ceux qui sont oligos, on ne sait jamais. Donc la souris a bien confirmé que ce gène intervient dans la spermatogénèse pendant et après la méiose. Voilà pour un exemple où la souris est venue conforter des résultats chez l'humain. Maintenant, on va voir d'autres tentatives chez l'humain qui ont été tentées de séquences de gènes pour essayer de trouver des gènes mutés et impliqués. Alors là, j'ai pris des exemples d'asténospermie. Les modèles qui servent à cela, c'est des souris, des modèles souris génétiquement modifiés, mais même aussi des maladies respiratoires humaines, comme la dyskinésie ciliaire primaire, dont on connaît plusieurs gènes qui sont vraiment impliqués. Alors, les études que je vais montrer maintenant, c'est les mêmes équipes qui les ont produites, c'est sur les mêmes corps de patients. Or, chez la souris, le gène tectine T, qui est la tectine testis spécifique, elle donne une absence des bras internes de dynéine au niveau du flagelle et des cils. 90 patients avec une asténospermie et un patient qui s'est révélé avoir une modification de séquence. Vous voyez ici, vous avez un nucléotide qui a été remplacé par un autre, et l'homme était hétérozygote. On ne sait pas pour sa fertilité, il était trop jeune, il ne l'avait pas encore tenté de se reproduire. Et du point de vue du sperme, il avait une mobilité très très variable selon les éjaculats, ça pouvait aller jusqu'à 45%, des angulations flagellaires, le reste était normal. Quand on regarde en électronique, il n'y avait pas d'absence des bras dynéines. Alors les auteurs se sont intéressés aux mitochondries, parce qu'ils les ont vus un peu anormales en électronique. Là vous avez des angulations, mais ça correspond à ce qu'on voyait en optique. Donc ils les ont un peu laissés incuber et chercher de voir s'il y avait une perte accélérée des activités mitochondriales. Ils disent que oui, mais bon, c'est un peu tangent, disons. Et donc, quand on a un résultat comme ça, on se demande si vraiment ce variant était impliqué dans la sténospermie. Mais il n'y a pas eu plus d'études pour le démontrer. De même pour la deuxième de leurs études, qui était sur les gènes de dynéine. Alors là, les modèles, c'était bien sûr la dyskinésie ciliaire primaire, mais maladie respiratoire qui est associée à des absences des bras externes de dynéine. Alors, ils ont testé 3 gènes. Alors, dans les patients, il y en a 8 qui ont été trouvés, 4, 1, 3, selon les gènes. C'était tous des hétérozygotes. La fertilité, j'ai pas trouvé de notion dans la publication, mais par contre, ils n'avaient pas de problème respiratoire. Parmi eux, il y avait des frères consanguins. Mais ça peut exister, une consanguinité avec une hétérozygosie, ça existe aussi, donc ça veut rien dire. Il n'y avait pas d'anomalie ultrastructurale des flagelles. Et c'était aussi des variants avec une modification d'un nucléotide à chaque fois. Et pareil, on ne sait pas si ça influence sur la fonction de ces dynéines. Je reparlerai en conclusion de ce problème de l'analyse des séquences chez l'homme. Maintenant, je vais poser la question, pour un gène donné, quand on connaît la souris KO et que ça a été identifié une mutation vraie chez l'homme, est-ce que la souris et l'homme avaient le même phénotype? Alors, ça a été vrai pour deux ou 3 cas. Par exemple, pour ce gène de complexe synaptonémo, SCP3, effectivement, c'est le même arrêt méiotique précoce qui est observé, c'est cohérent. Pour Crème, c'était cohérent aussi, avec un arrêt au stade spermatide ronde. Je vous ferai remarquer là que ils ont été aidés, les gens qui ont fait ces études, par le fait que c'est un phénotype extrêmement précis,
très homogènes, qui se voient en cytologie testiculaire. Donc, quand on essaye de recueillir les patients, de savoir sur quel patient on va travailler, ça permet de bien cadrer un phénotype. Et donc, on a plus de chances de trouver une mutation du gène. Par contre, là, c'est deux études indépendantes, une sur la souris, puis des résultats humains. Je dois dire que c'est pas la souris qui a servi au modèle pour l'humain d'ailleurs, mais ça va être le même gène qui est conservé. Chez la souris, donc c'est l'Aurora kinase C, les effets sur la spermatogénèse ne sont pas très importants. Ils ont observé quand même qu'il y avait 40% de séries stériles, mais quand ils regardent, après, ils n'arrivent pas très bien à expliquer ça, parce qu'il y a des têtes anormales, mais seulement un quart. C'est le crochet ici de la tête des spermatozoïdes de souris qui leur semble être absent, qui est une sorte de perforatorium, si vous voulez. Puis ils trouvent quand même des problèmes au niveau de l'acrosome qui est mal associé au noyau. Enfin, c'est la tête surtout qu'ils ont retenue, mais pas plus que ça, puisque c'est peut-être qu'ils ont une souris qui répond pas très bien. Une autre souche de souris, plus sensible peut-être, aurait donné une anomalie à 100%. Chez l'homme, par contre, une étude très jolie sur l'Aurora kinase C, donc, qui a été faite, et ils ont bien montré que ce gène était muté chez 10 patients, que c'était des homozygotes, parce que les hétérozygotes, en fait, de la famille étaient fertiles, que c'était le domaine kinase qui manquait et que effectivement ça empêchait la protéine de fonctionner. Mais dans ce cas-là, le phénotype, vous voyez qu'il est très différent, c'est ce que vous connaissez bien, les macrocéphales, ceux qui sont à 100%, pluriflagellés et qui ont des anomalies des divisions méiotiques. Là, ici, encore un cas où les phénotypes n'étaient pas pareils entre souris et hommes. Chez la souris, pour la protéine, une sous-unité de la protéine kinase A, c'était le mouvement des spermatozoïdes qui était atteint, tandis que chez l'homme, c'est un syndrome très complexe qui est avec des anomalies de la tête qui sont trop courtes, les flagelles enroulés que vous voyez ici, qui ont l'air assez prononcés, et ce syndrome, c'est un syndrome surtout de prédisposition aux tumeurs associées à d'autres signes cliniques. Alors, j'en viens pratiquement à la conclusion que j'ai faite sous cette forme, un peu de récapitulation. Ces souris KO, qu'est-ce qu'elles apportent? Bien sûr, l'identification de nombreux gènes. On a vu dans la deuxième diapo qu'il y en avait 600 déjà pour l'infertilité. Ils nous montrent des syndromes qu'on ne pourrait pas forcément étudier, surtout chez la femme, différents types d'absence d'ovulation, comment ça se passe exactement au niveau de ce qui se passe dans le follicule, toutes sortes de phénomènes qu'on a vus, dont j'ai pris quelques exemples assez variés aujourd'hui. Vous avez vu que chez ces souris, il y a des analyses de gènes qui pourraient interagir avec celui qui a été inactivé, et ainsi ils arrivent à dire tel gène s'associe à tel autre, influence tel autre. C'est donc des voies moléculaires qui sont mises en évidence. Et vous avez vu que avec les souris KO, on peut cibler un tissu donné ou une cellule donnée, et ce qui permet de ne pas avoir d'effets collatéraux et d'avoir un phénotype assez pur. On a vu en deuxième partie que les souris KO peuvent secondairement appuyer des résultats chez l'humain. On a vu qu'il pouvait y avoir des phénotypes différents pour un même gène. Alors pourquoi y a-t-il des phénotypes différents? D'abord, le type de mutation. On sait chez l'homme, pour des maladies des lamines, par exemple, que selon que la mutation est à un niveau ou à un autre, on aura des maladies très différentes. Ensuite, il y a l'environnement génomique. Bon, l'environnement génomique, c'est-à-dire que ça se constate par des gènes modificateurs, par exemple, qui vont aggraver ou pas ce qui se passe.
Pour la souris, il y a le fond génétique. On sait qu'il y a des types de souris qui répondent mieux, qui donnent plus d'anomalies. Maintenant, on va voir on va discuter ce que j'ai abordé pour l'homme. Pour l'homme, j'ai abordé des modifications de séquences et à chaque fois, on a dit, on ne sait pas trop quoi, si c'était vraiment impliqué. Parce qu'il peut y avoir des situations où c'était pas du tout impliqué, comme par exemple les polymorphismes, il en arrive sans arrêt dans les banques de données tous les jours. En plus, toutes les populations n'ont pas été encore répertoriées et il y a des variants selon les ethnies. Ensuite, les méthodes de séquençage, quels qu'ils soient, peuvent donner des faux positifs. Donc, il faudrait des tests fonctionnels, dont j'avoue, je sais bien que c'est pas facile chez l'homme, pour montrer que vraiment, il y a une perte fonctionnelle de la protéine, et à ce moment-là, on peut dire le gène était impliqué. Merci. Merci pour ces aspects, cet éclairage sur l'intérêt des souris KO particulièrement intéressant. On a le temps pour 2 questions. On va essayer de respecter les délais. Pas de questions. Bon, j'en ai une, moi, qui est peut-être un peu farfelue, vous qui connaissez bien les problèmes de flagelles et l'épithélium, l'épithélium olfactif. Combien en modèle de souris KO, où finalement vous avez des effets chez le mâle au niveau de la spermatide, la formation du flagelle, est-ce qu'il y a un pourcentage assez élevé d'effets chez ces mêmes souris sur l'épithélium olfactif cilié? Il n'y en a pas beaucoup. Pas énormément? Il y en a, oui, je sais, il y en a, je n'ai plus le gène en tête. Oui. Mais il y en a très peu qui ont manifesté des problèmes de rétine, par exemple. D'accord. Olfactif. Olfactif, oui. Non, il y en a. Alors, par contre, mais pas beaucoup non plus. Pas beaucoup non plus. Excusez-moi, il y a des souris pour les gènes de l'axonème qui avaient des fossilières et donc au niveau des fosses nasales, des problèmes. Aussi Et de l'anosmie. Ok. Et selon votre expérience, finalement, est-ce que si on doit se lancer dans un KO, un modèle de souris qui pourrait répondre effectivement à une problématique stérilité, mâle ou femelle, hein, est-ce qu'on a intérêt plutôt à faire un KO conditionnel? Là, je pense plutôt à la spermatogénèse et aux difficultés auxquelles on peut se heurter par rapport à un KO classique. Donc, KO classique, KO conditionnel, est-ce que le jeu vaut la chandelle de rentrer dans les difficultés? Si le gène est présent seulement dans les axonèmes 9+2, à ce moment-là, vous pouvez le faire entier. Oui. Parce que 9+0, ça pourrait toucher l'embryon, par exemple. Mm-hmm. Mais 9+2, vous avez touché uniquement les axonèmes 9+2, c'est-à-dire les voies respiratoires, le flagelle du spermatozoïde, les cils de l'oviducte, en gros. Oh, ok. Ok. D'autres questions dans la salle? Bon, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci encore pour votre présentation.